On va vous faire une présentation à deux voix ce matin avec Jean-Louis. Je vais commencer à parler. Vous pouvez voir que sur la première diapo, déjà, il y a trois noms. Selim Louafi, qui est un collègue, un politologue, avec qui on a travaillé. Et s'il y a les trois noms, c'est bien parce qu'on a fait un travail ensemble. Donc toute la semaine, les conférences sur la biodiversité sont en lien avec la sortie d'un ouvrage coordonné par Étienne Ezelin sur cultiver la biodiversité pour transformer l'agriculture. Et les trois personnes, donc Selim, Jean-Louis et moi, avons écrit un chapitre à l'intérieur de cet ouvrage pour parler d'une complémentarité entre les approches de conservation in situ et ex situ. Et c'est ce qu'on va développer ce matin avec Jean-Louis. Donc c'est quelque chose qui est assez ouvert comme présentation et on pourra se répondre avec Jean-Louis pendant la présentation puisqu'on a des points de vue opposés, quelquefois complémentaires aussi. Pour démarrer, donc je vais essayer de vous expliquer de quoi on parle quand on parle de biodiversité. En général, les personnes entendent parler de biodiversité au sens large. On entend bien les petites fleurs, les petits oiseaux, les petits papillons, tout ce qu'on entend par biodiversité sauvage. Lorsqu'on traite de la biodiversité en agriculture, ce qui est important, sont plus les pratiques humaines, comment il y a eu domestication de plantes et comment l'organisation de groupes sociaux, les sociétés humaines, ont participé à la dynamique d'évolution de cette biodiversité. Et donc, dans tout ce qu'on va vous présenter ce matin, on fera sans cesse référence aux actions humaines qui guident l'évolution de cette biodiversité en agriculture. Quelques précisions. Lorsqu'on parle de biodiversité, vous avez les souvenirs de ce que vous avez pu apprendre en biologie à l'école. On se réfère en général à la classification du vivant. Et lorsqu'on parle de biodiversité, la biodiversité regroupe l'ensemble de la diversité du vivant, aussi bien celle qui est incluse dans le règne animal, règne végétal, et ce qu'on voit moins bien, tout le monde des micro-organismes. Depuis la conférence de Rio en 92, on a séparé et classé les différentes composantes de la classification du vivant à différentes échelles. Pour parler de diversité génétique, lorsqu'on s'intéresse aux plus petits, à l'ADN et aux gènes, la diversité spécifique, lorsqu'on parle de différenciation entre espèces, richesse d'espèces dans un lieu donné, et diversité écosystémique pour dire qu'il y avait un intérêt à conserver les habitats où pouvait se développer un ensemble d'espèces qui étaient en relation ou en compétition entre elles. On a même rajouté depuis Rio 92 un autre niveau à cette diversité, la diversité culturelle, pour prendre en compte justement les approches et les actions humaines sur l'évolution de cette diversité. Si on revient à la biodiversité en agriculture, en général, lorsque cette diversité est décrite pour les besoins de l'agriculture, alors on parle de ressources génétiques. Sur nos diapositives, vous verrez souvent RG pour ressources génétiques par la suite. Ressources génétiques, ça veut dire l'ensemble de la diversité comprise, donc diversité génétique, incluse dans les espèces cultivées, aussi bien que dans les espèces sauvages apparentées, qui sont le patrimoine pour la création de nouvelles variétés dans le futur, qui sont le ferment pour l'amélioration et l'agriculture de demain. C'est comme ça qu'on va définir les ressources génétiques. Et ça va donner un sens particulier à la vision et à la conservation de la biodiversité en agriculture, puisque dès lors qu'on met un focus sur cette valorisation, sur le regard qu'on porte aux ressources génétiques, on met un accent, un focus très fort sur le progrès génétique et la création des variétés dites améliorées. Et c'est aussi pour ça qu'on a négligé pendant longtemps tout ce qui était micro-organismes. Donc la conservation, du fait de cet angle porté sur les ressources, va inclure des modes de conservation. Je rajouterai quelque chose sur les micro-organismes. S'ils ont été longtemps négligés, c'est aussi parce qu'ils sont plus difficiles à identifier en tant que tels. On sait par exemple cultiver un certain nombre de bactéries dans des laboratoires, mais il y en a un grand nombre dans le sol qui ne sont pas identifiables de façon facile. Et seuls les derniers progrès de la génomique ont permis d'identifier dans les sols un univers extrêmement vaste. Et donc il y a eu une contrainte, en plus de la contrainte d'approche immédiate et visuelle, il y avait une contrainte vraiment technique très très lourde pour appréhender l'ensemble de la diversité des micro-organismes. On n'en reparlera pas par la suite, mais c'est un domaine qui est extrêmement important actuellement et qui en termes de conservation est très proche du domaine végétal, en termes de techniques de conservation et d'identification.
On va donc vous parler de comment conserver et rendre disponibles les ressources génétiques. Et le débat a souvent tourné à l'affrontement. Parce qu'il ne suffit pas de conserver, mais c'est voir quelle utilisation possible demain des ressources génétiques qu'on va mettre de côté et protéger pour ne pas les voir disparaître. Donc il y a 3 grandes logiques qui s'affrontent. Une première logique patrimoniale de conservation qui a prévalu à la mise en place de collections. On essaie de mettre sous cloche ce qui nous paraît important pour ne l'avoir toujours disponible demain si on veut le réutiliser. Une logique utilitariste qui est assez liée à la première, c'est de dire qu'on va conserver les ressources génétiques qui ont un intérêt, et principalement un intérêt commercial. Comment on va pouvoir les valoriser pour développer des variétés qui seront bénéficiables pour l'agriculture de demain. Une troisième logique qui est la logique à la ferme, une logique in situ dans les champs des paysans, et c'est celle que pratiquent les paysans tous les jours dans les pays du Sud lorsqu'ils reproduisent leurs semences pour l'année suivante. Dans ces oppositions, on voit qu'il y a des alliances assez faciles entre les logiques 1 et 2, une et 2, la logique patrimoniale des collections et comment on utilise ce qu'on a conservé pour développer de nouveaux matériels pour l'agriculture de demain et qui rentre facilement en opposition avec une conservation ex situ qui est beaucoup plus diffuse, qui est dynamique aussi puisque ce qui est conservé dans les champs des paysans n'est pas statique et continue d'évoluer avec les relations qu'ont les variétés cultivées dans les champs des paysans en fonction de l'environnement qu'il y a autour. L'important pour pouvoir améliorer nos efforts de conservation, c'est de dépasser ces logiques d'opposition et c'est de bien penser la conservation de demain en mettant en place, en choisissant des outils qui sont adaptés à la diversité des matériels à conserver. Donc, suivant le type de végétaux, la reproduction des plantes n'est pas la même. Donc, on a des contraintes différentes et il faut bien choisir quel type de conservation on va mettre en place en fonction de ce qu'on doit conserver. Je peux peut-être donner quelques exemples de modèles biologiques différents. Vous avez des plantes dites à graines orthodoxes, par exemple, qui sont le blé, le riz, le sorgho, à titre d'exemple, et qui sont des plantes pour lesquelles on peut facilement conserver le matériel dans des réfrigérateurs, voire dans des congélateurs, sur des durées relativement longues. Il existe des graines non orthodoxes. Le cocotier qui est présent sur le stand est une graine extrêmement grasse qu'on ne peut pas conserver au frigo. Voilà. Donc déjà dans ce domaine-là, vous avez des différences importantes. Et puis il y a un certain nombre de plantes qui sont reproduites de façon végétative. Tout le monde connaît la banane, on connaît moins bien les racines et tubercules, mais c'est la même chose. Vous avez ici sur le stand des ignames, par exemple, qui sont présentés. Il y a des tarots, il y a un certain nombre de plantes à tubercules qui ne sont pas conservées sous forme de graines, mais sous forme de tubercules, ce qui veut dire que quand on les a en conservation, il faut les repiquer en gros tous les ans. Et avec des risques de pertes qui sont majeurs, parce que plus on a des manipulations, plus on perd du matériel. Il y a des techniques très pointues qui ont été développées de cryoconservation ou de conservation in situ pour pallier à ces difficultés-là, mais on n'a pas de solution technique pour tout. Donc il ne faut pas croire que la conservation, c'est quelque chose qui est complètement standardisé, qui est facile. Et surtout, les modèles biologiques sont différents. Quand vous avez des arbres, vous conservez un arbre au champ. En gros, c'est ça, même si c'est de la conservation ex situ, c'est-à-dire qu'on les regroupe en dehors de leur lieu d'origine, souvent en dehors de la zone où les pathogènes sont présents. Mais on a vraiment des modèles qui sont complètement différents l'un à l'autre. Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis, on a une diversité de situations agraires et en fonction des espèces, la conservation in situ a souvent des problèmes. Lorsqu'on doit conserver dans des zones tropicales humides, il est très difficile de maintenir des semences puisqu'elles vont germer facilement et la conservation sur plusieurs années est très délicate. À l'opposé, quand on est dans des situations agraires de désert d'altitude avec des températures très basses, peu de pluviométrie, les semences peuvent se maintenir pendant 10-15 ans sans souci. Donc à chaque situation, il faut bien penser le contexte et savoir comment on pourra mettre en place des outils et des démarches adaptés à ce qu'on veut conserver. Diversité de contextes sociaux, environnementaux. Certaines organisations communautaires dans les pays du Sud prennent en compte la circulation des semences et la conservation, le maintien d'une certaine diversité, ce qui n'est pas le cas dans nos agricultures du Nord où les paysans achètent leurs semences chaque année à des semenciers. Donc chaque contexte est particulier et il faut bien le réfléchir au cas par cas. Pour dépasser cette logique d'opposition, il est aussi important d'avoir un croisement des regards. Ici, vous avez 2 regards différents. On a l'habitude de s'affronter aussi. Jean-Louis est généticien, moi j'ai une formation d'agronome et de géographe. Et donc, il est important le croisement des regards et comment on analyse la semence et ce qu'on doit conserver
est importante. On n'a pas le même point de vue lorsque Jean-Louis parle de la biologie de la reproduction des plantes et moi que j'analyse la circulation des semences et de la biodiversité au sein d'un groupe social. Et on est complémentaires sur ce point de Voilà. Et je rajoutais que le fait d'avoir des mêmes points de vue ne nous empêche pas d'avoir le même objectif. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est partagée sur ce qu'il faudrait essayer de faire pour améliorer la situation. Mais on a des approches qui sont différentes et c'est nécessaire que ces approches soient maintenues. Si on avait une seule approche, on n'aurait plus de possibilité de proposer des améliorations du système actuel. En tant que tel, il y a un besoin, on va y revenir, de travailler justement avec ces regards partagés. Et ces regards partagés, ces regards différents correspondent aussi aux apports de la pluridisciplinarité. Et quelle que soit la discipline d'où on vient, lorsqu'on s'intéresse à la biodiversité en agriculture, ce qui est important, ce sont comment le producteur, donc l'agriculteur et les différents utilisateurs des produits agricoles vont être mis au centre des approches. Comment on va regarder justement toute la filière à la fois de production agricole et de production de semences, croiser ça avec les systèmes alimentaires et non plus seulement regarder la biologie et l'environnement, mais avoir une vision plus globale, plus englobante du système. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il y a des biologistes de la conservation qui travaillent sur la biodiversité des plantes sauvages uniquement. Petite illustration pour essayer de vous montrer ce à quoi on est confronté lorsqu'on travaille dans des pays africains. C'est un peu notre mission au CIRAD de travailler avec les pays du Sud. C'est pour ça que j'ai voulu vous mettre cette petite diapositive. Ici, on va essayer de simuler le fait qu'on se retrouve souvent face à des champs de paysans. Là, c'est le cas d'un champ dans un village du Lafundo au Mali. Un agronome comme moi qui va discuter avec le paysan au champ, je dis au paysan, vous voyez bien, dans ce que je ramasse dans votre champ, j'y vois 3 variétés différentes, avec des particularités sur chaque panicule, des couleurs de semences, des présentations et même des ports de plantes très différents. Le paysan me dit, mais non, bien sûr, j'en ai qu'une seule, et quel que soit ce que je vais choisir comme grain dans ces différentes panicules, je suis sûr de reproduire une semence qui me permettra d'obtenir la même variété l'an prochain. Donc lui, il définit son lot de semences par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus englobant de sa vision de la diversité, et il sait qu'il va reproduire ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse n'est pas forcément ce que nous voyons. Et c'est pour ça, est-ce qu'on peut demander le point de vue du généticien là-dessus ? Alors, le point de vue du généticien vous dira que si le paysan considère que ces trois entités qui nous semblent différentes visuellement, pour lui c'est la même chose, il faut creuser les raisons qui font que pour lui c'est la même chose. Est-ce que c'est des questions de précocité, de fait que l'ensemble de ces panicules, des sorgho qui vont sortir à la génération suivante, vont pousser au même moment avec les mêmes dates de maturité ? Mais est-ce que ça a des problèmes d'utilisation ? C'est-à-dire que c'est là où on a un besoin d'avoir des regards croisés avec différentes disciplines. C'est qu'il est possible que son appréciation de la variété soit liée à l'utilisation qui va en être faite par son ou ses épouses. Et à ce moment-là, le critère qu'il va retenir, c'est la qualité du taux, ou probablement le taux, avec le rouge il fait peut-être de la bière, et la qualité de ce qui va sortir comme produit. Et pas du tout la qualité, l'homogénéité de sa variété en termes visuels ou en termes biologiques ou en termes génétiques. Donc c'est là où les généticiens aussi se sont posés des questions, et c'est ce qui nous a rapprochés dans le débat, c'était qu'effectivement il y a d'autres critères que des critères strictement biologiques qui donnent une notion d'entité, une variété. Ce qui est intéressant pour le paysan d'un pays du Sud, c'est justement de maintenir cette hétérogénéité dans sa parcelle. Et lorsque le paysan a différentes couleurs, les différentes couleurs qu'on voit dans la phénologie, les aspects les plus phénotypiques apparents au champ ne sont pas forcément ceux qui sont les plus représentatifs de la diversité génétique comprise dans l'ADN. Mais c'est important puisque c'est ce qui saute aux yeux lorsqu'on va sur la parcelle. Le paysan qui souhaite maintenir cette diversité va lui permettre aussi d'avoir une certaine stabilité dans le temps. S'il arrive à maintenir une hétérogénéité dans son peuplement, certains individus vont être capables de résister à la sécheresse, d'autres résister à des ravageurs, et maintenir cette hétérogénéité est un plus pour lui pour avoir un rendement stable au fur et à mesure des ans. Alors d'un point de vue plus génétique, sur un domaine comme celui-là, il y a une question qui est intéressante, c'est la durée de stabilité de son système. C'est ce que vient de dire Didier, mais on peut le voir d'un point de vue biologique. Le paysan, il vous dit, je reproduis la même variété sur plusieurs années. En fait, ça va être vrai pendant un certain temps. Il va y avoir, et alors le sorgho est une plante qui se reproduit en s'auto-fécondant elle-même, mais il y a aussi une partie de croisement entre les panicules au champ, voire avec les champs isolés, les champs autour. Si le champ est isolé,
on va avoir un terme très barbare qui va apparaître, c'est la dérive gamétique, qui fait qu'au bout d'un certain nombre de générations, cette variété va s'appauvrir en termes de diversité naturellement. Et on va arriver dans une impasse, c'est-à-dire ce que le paysan va considérer comme reproductible sur un certain nombre d'années, il est possible que son fils, qui récupérera le champ et ses semences, ne puisse pas maintenir cette variété encore très longtemps. Et donc là interviennent d'autres phénomènes qu'il faut analyser aussi. Oui, ce que dit Jean-Louis, c'est-à-dire qu'on a aussi l'habitude de penser que dans les sociétés traditionnelles, la tradition fait qu'on a un système qui est figé dans le temps. Mais le paysan renouvelle et introduit de la diversité génétique dans ce qu'il cultive au fur et à mesure et au sein d'une même génération. C'est-à-dire que ce n'est pas à la transmission de son patrimoine, d'une collection de variétés qu'il transmettra à son enfant, qu'il y a une évolution, un changement. Le paysan gère la diversité qui est présente dans son champ, puisque si on prend le cas du sorgho, les paysans en Afrique de l'Ouest voient des sorghos sauvages qui peuvent apparaître dans leur champ. Et ils vont les enlever pour pas qu'il y ait de contamination, de dérive génétique avec ce qui est cultivé. Mais il y a un système semencier traditionnel où les paysans ont un turnover, un renouvellement des variétés cultivées tous les 4-5 ans. Et ils ne maintiennent pas une variété en tant que telle plus de 10 ans, sinon ils savent très bien que ce ne sera pas la même qu'ils avaient 10 ans auparavant. Et là, on en revient à la conservation, hein, on en parlera après, mais quand dans les années 50, 60, on commençait à se mettre en place les processus de conservation, ce genre d'approche n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire que le côté évolutif des variétés, avec des changements brutaux liés à des achats au marché, liés à des échanges, mais avec des villages voisins, n'a pas été pris en compte dans la mise en place des collections elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui fait une partie du défaut des collections ex situ, c'est que très souvent, toute cette approche de réflexion sur ce qui permet aux paysans de définir des variétés ou de définir du matériel qui reproduit, de choisir ses semences pour l'année d'après, tout ça n'a pas été pris en compte et ça l'est depuis quand même quelques années maintenant. Donc pour essayer d'inclure un peu tous ces points de vue sur la conservation, et c'est ce qu'est la diversité en agriculture, ça nous oblige à combiner différentes approches pour mieux caractériser ce qu'est la biodiversité agricole et englober l'ensemble de ce qui peut être conservé en fonction des points de vue qu'on porte. Et donc prendre en compte la diversité des appellations, la diversité des usages, la diversité des systèmes où pourront être cultivées certaines variétés, diversité agromorphologique, quelle est la réponse d'une plante en fonction de l'environnement dans lequel elle est cultivée, diversité génétique bien sûr, et bien d'autres. Et donc toutes les études sur l'agrobiodiversité sont par essence multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais englober justement cette richesse de ce qu'est la biodiversité en agriculture si on ne vient pas avec des regards portés par différentes disciplines. Alors on va passer à une autre étape. Je vous rappelle que notre collègue politologue n'est pas là, donc on le remplace un petit peu au pied levé pour cette approche-là. Mais corrélé avec la mise en place de dispositifs de conservation ex situ essentiellement, est apparu depuis, on va dire, 25 ans, un très gros débat sur les droits de propriété intellectuelle. Et la question se pose de savoir à qui, où sont et comment circulent les ressources génétiques. Alors, il faut voir que la situation de conservation au niveau international n'est pas quelque chose qui est statique. C'est comme le domaine végétal ou le domaine vivant, ça évolue. Ça évolue avec des pas de temps qu'on a essayé de résumer ici. Il y a eu la création en 1967 du CGIAR, qui est le gros organisme de conservation international, fait suite à des besoins de conservation ex situ pour les besoins de la Révolution verte. Donc la Révolution verte qui a permis de faire à un moment donné, qui était une nécessité à un moment donné, qui est très critiquée par la suite, mais qui à ce moment-là est apparu comme une nécessité pour permettre d'améliorer la production au niveau mondial. Donc ça a été une étape très importante, fondatrice, mais qui a immédiatement généré des conflits. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays auprès desquels ont été implantés des centres de conservation, je citerai le Mexique en particulier, ou l'Inde, on dit oui, mais alors ces centres de conservation sont financés par les pays du Nord, et donc c'est une appropriation du matériel au profit des pays du Nord qu'on met dans des centres de conservation. Pour la petite histoire, ces centres de conservation existent toujours et sont extrêmement actifs, puisque encore maintenant ils sont en train de se réorganiser en métaprogrammes, c'est-à-dire en énormes programmes d'analyse de diversité ou d'analyse d'amélioration variétale. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est dans les années
qui est très courte, qui est l'année 79-83, où il y a eu un début de négociation d'engagements internationaux entre les États qui étaient consécutifs à, disons, justement ces critiques. Et puis une troisième étape pour laquelle il y a quelques dates à retenir qui sont Rio en 1992, vous en avez probablement tous entendu parler, le sommet sur la biodiversité. Et puis un petit peu moins connu, mais qui est connu de tous les professionnels, c'est la conférence de Leipzig, qui a permis de sortir un certain nombre de documents fondateurs sur la conservation, enfin sur le droit de propriété, pardon. Mais sur cette période-là, il y a eu une politisation de cette discussion sur la conservation et sur le droit de propriété qui est devenue très forte, sachant qu'à Rio en 92, c'était les États qui négociaient et la société civile était relativement peu présente. Puis, plus récemment, dans les années 2000, et vous voyez très récemment, puisqu'il y a eu une conférence Rio 2012 et Nagoya en 2010, élaboration d'un cadre global sur l'accès au matériel. En fait, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que contrairement à 92, en Rio 2012, la société civile était très présente. Les États, finalement, l'étaient beaucoup moins. Ils s'étaient reportés 2 ans plus tôt sur Nagoya. Alors moi je considère que c'est un fiasco, Rio 2012. Mon collègue pense que c'est pas tout à fait un fiasco, justement parce que la société civile a pris la parole. Le problème c'est qu'il n'y a pas, pour le moment, et même à l'issue de Nagoya, il n'y a pas réellement d'actes qui apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes réunions. L'impact de ces grandes réunions internationales n'est pas forcément très visible pour le moment, et je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura pas grand-chose. Parce qu'on a constaté aussi bien sur Nagoya que sur Rio qu'on revenait à une espèce de privatisation du matériel. On va y revenir un peu plus loin sur actuellement, donc on en est avec deux grandes dimensions. En termes d'échanges, il y a les échanges bilatéraux d'un côté, qui sont décidés par par les États. C'est des gouvernements qui négocient de façon bilatérale. Et puis de l'autre côté, quelque chose s'appelle le TIRPA, qui est un système un peu plus complexe, qui est un accord multilatéral où les gens déposent auprès du TIRPA leur matériel pour qu'il soit accessible à d'autres pays. Ces deux systèmes, très honnêtement, sont mis en place mais ne fonctionnent pas très bien, ni les uns ni les autres. Le TIRPA en particulier, qui est certainement le système le plus égalitaire qui, en termes de conception, pêche par le manque de retour financier, puisqu'en théorie, il devrait être financé par un retour sur des royalties. Et en France, des associations de paysans critiquent beaucoup ce système, peut-être de façon excessive, mais en tout cas, il y a un fond de vrai dans la critique, c'est-à-dire que le retour financier, sur ce qu'on appelle les royalties, qui devraient permettre d'alimenter le système, ne se font pas. Peut-être un petit complément là-dessus, c'est-à-dire que ce qui va opposer les deux colonnes, c'est-à-dire que la colonne de gauche, avec le protocole de Nagoya, a été portée par la société civile et les ONG. Et l'idée, c'est ce qu'il y a derrière le protocole de Nagoya, c'est l'accès et le partage des avantages. C'est-à-dire que du fait de la circulation des ressources génétiques, il peut y avoir création de nouveaux matériels, développement de nouvelles créations d'innovations, et comment les pays qui au départ étaient détenteurs de ces ressources génétiques vont obtenir des royalties du fait de la création de nouvelles ressources génétiques à partir des ressources génétiques originelles. Dans le cas de droite, le TIRFA, c'est plus un système ouvert multilatéral qui est ouvert à l'innovation, au sens large, de libre circulation des ressources entre les États. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de propriété, il y a quatre conceptions qui s'affichent. Il y a une conception de type national. Qu'est-ce que c'est les ressources génétiques? C'est un bien public, mais qui appartient à qui? À l'État. Ça, c'est quelque chose qui est dominant actuellement dans le système. Et l'objectif, c'est quoi en faire? C'est du développement. Et il y a une très forte corrélation entre cette conception nationale et la conception qui est au-dessus, qui est la conception privée. À qui appartient le bien? C'est un bien privé. À qui est le privé? C'est un individu. Et pourquoi faire d'innovation? Il y a une très forte collusion entre les États et les entreprises privées qui en dépendent, parce que les États, naturellement, ont tendance à défendre leurs entreprises privées. Donc, c'est des points de vue qui se complètent. De l'autre côté, on a une notion de bien commun et de bien global. Le bien global, pour le moment, c'est un concept. L'idée, c'est d'arriver à considérer que l'ensemble des ressources génétiques appartient à l'humanité. Il faudrait déjà que l'humanité soit relativement homogène, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, ni politiquement, ni dans le concept. Et donc, ce système-là, qui est le système idéal, qui est
préconisé par un certain nombre d'ONG ou d'associations, est un concept qui pour le moment n'existe pas. Et puis il y a quelque chose qui existe quand même, qui est le bien commun, qui en fait existait dans les sociétés traditionnelles et qu'un certain nombre d'ONG ou d'associations paysannes dans les pays du Nord essayent de promouvoir à nouveau dans les pays où ça avait disparu. C'est-à-dire que le bien, les ressources génétiques, c'est pas quelque chose qui appartient à un individu ou à tout le monde, c'est un bien commun à une collectivité qui est identifié, qui peut être plus ou moins large. Hein. La notion de collectivité, elle est comme toutes les collectivités, un petit peu à géométrie variable. Mais en tout cas, c'est un groupe de personnes, c'est pas un individu, c'est pas un État, c'est un groupe de personnes qui en est détenteur. Et pourquoi faire? Eh bien, c'est en fonction des objectifs que veut se donner le groupe, c'est-à-dire, vous avez en France l'exemple de Semences Paysannes qui veut redévelopper des variétés un petit peu anciennes, un petit peu traditionnelles, et surtout avec des objectifs très ciblés, de faire des pins particuliers, de faire un certain nombre de choses. Là, on est tout à fait dans cette logique de bien commun qui est mis en commun. Alors il faut savoir que cette notion de bien commun, c'est ce qui est à l'origine, probablement, enfin de mon point de vue en tout cas, de ce qui derrière a donné le bien privé. C'est-à-dire qu'une fois que le collectif a réussi à développer un outil de conservation ou d'échange qui est bien élaboré, et c'est là où on n'est pas toujours d'accord, une fois qu'on a développé ce concept-là, ben, l'étape suivante, c'est de stabiliser le système et d'arriver à reproduire et donc de tomber dans un système de biens privés. C'est ce qui a été fait finalement en France par les coopératives agricoles dans les années 50, où on est parti avec des systèmes très collectifs, et puis on a fini par... Ces coopératives agricoles sont devenues des entreprises privées en tant que telles, et se sont appropriées petit à petit le bien, et une fois qu'elles ont été rachetées par une multinationale ou par une entité économique quelconque, eh ben, c'était plus du tout un bien commun, c'était devenu un bien privé. Donc vous voyez, rien n'est statique là-dedans, hein, dans ce système-là, c'est un peu ce qu'on veut vous expliquer, c'est qu'on n'est jamais sur quelque chose qui est définitif dans la durée, ce sont des éléments qui vont évoluer dans le temps. Ouais, ce qui est important de voir, comme le dit Jean-Louis, c'est qu'on a 4 positions différentes qui apparaissent sur ce schéma, qui ont des flèches qui bougent entre les 4 compartiments. Ce qu'il faut retenir quand même en conclusion de cette diapositive, c'est que tout ce qui est fait actuellement en termes de conservation, on place l'État souverain pour la conservation. Donc on rentre toujours par le côté national. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des accords internationaux qui sont signés, c'est toujours l'État qui va négocier. Et donc ce qui est ensuite traduit dans la législation nationale, c'est par le biais de la lecture que portera l'État par rapport à la ratification d'un accord international et comment il va traduire ça dans sa législation nationale. Et suivant le regard que porte l'État sur un accord international, il pourra traduire cela dans sa législation au bénéfice de privés, d'individus ou au bénéfice de groupes et d'ONG. Donc c'est un peu la séparation qu'on peut avoir entre le droit des obtenteurs et le droit des agriculteurs lorsqu'on parle de légiférer sur les semences au niveau d'un État. Et sinon, on peut revenir d'un point de vue biologique à nouveau. Quand on est dans ce contexte-là de bien commun, qui est quelque chose qui semble intéressant d'un point de vue conceptuel, on est sur de la conservation à court terme malgré tout. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, on est sur de l'échange de matériel sur des durées relativement limitées. Si on veut conserver ce matériel sur du long terme, il faut que ce système-là s'adosse sur des systèmes de conservation externes qui sont imparfaits également. Et donc on va y revenir un petit peu plus loin, mais vous voyez, d'un point de vue biologique, tout n'est pas isolé complètement. Donc, pour réagir tout de suite sur ce que tu dis, Jean-Louis, si on passe sur l'autre côté, le privé, les entreprises semencières qui ont aussi des collections de travail pour l'amélioration variétale, lorsque des multinationales achètent des petites entreprises semencières, si on se place 10-15 ans après, on voit une réduction de la diversité génétique qui était présente dans les 2 collections au départ, du fait d'une direction d'amélioration des plantes qui est donnée. Donc que ce soit le privé ou le commun, on reste sur une réduction de la diversité lorsqu'on regroupe des moyens dans une seule direction. Et avec une bonne foi absolument évidente, de temps en temps, les entreprises privées déposent du matériel dans des systèmes publics. C'est en général ce qui ne leur sert plus à rien donc, et qui ne leur servira plus, donc ce qui ne fait pas beaucoup avancer les choses. Alors, quelques constats. L'attention actuellement est toujours portée sur la logique ex situ. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça ? C'est que si on analyse, la FAO a produit 2 rapports sur l'état des ressources génétiques dans le monde. Le dernier est sorti l'an dernier, je pense, ou il y a 2 ans, peut-être il y a 2 ans. Si on regarde ces 2 rapports qui ont 20 ans d'écart, ou à peu près, ou 15 ans d'écart, je pense, on constate que l'effort de la conservation ex situ
se porte sur le blé, le riz, le maïs, l'orge et le haricot. C'est-à-dire que ce sont essentiellement des plantes qui ont un intérêt commercial majeur. Et quand je dis se porte dessus, c'est-à-dire que si on regarde le nombre de variétés en collection, il y a environ 70% du matériel conservé qui concerne ces cinq on va dire, espèces au sens large du terme, sachant que le haricot n'est pas une espèce en tant que telle, mais un ensemble d'espèces. Financièrement, c'est 80% des ressources financières qui sont affectées à ces espèces-là. Toutes les autres espèces, cultivées de façon moins intensive, voire cultivées de façon strictement locale, bénéficient d'un très faible effort. Et donc, il y a une logique ex situ qui est flagrante, mais qui en plus ne concerne qu'un certain nombre de variétés. Donc du coup, la notion de conservation, elle est un petit peu battue en brèche parce qu'on conserve du matériel d'intérêt économique, mais on ne conserve même pas ex situ l'ensemble du matériel intéressant. Là, dans ce rapport de la FAO, de la même manière, si on regarde, il est constitué de la façon suivante. Vous avez une introduction et puis un passage sur la conservation in situ qui doit faire 15 ou 20 pages. On en parle, c'est-à-dire on dit que ça existe. Et puis tout le reste, c'est exclusivement dédié à la conservation ex situ. Donc la structure même du document est extrêmement intéressante pour voir quel est le concept qui est dominant actuellement. De la même manière, quand on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau des CGIAR, il y a un certain nombre de centres de conservation. Alors c'est le CIMIT au Mexique qui conserve du blé et du maïs. C'est l'ICRISAT à Hyderabad en Inde qui conserve du sorgho, du mil, du haricot, je crois, du niébé peut-être. C'est l'IITA en Afrique, au Nigeria, c'est un certain nombre de centres comme ça. Et puis, il y a un organisme du CGR qui s'appelle Bioversity qui s'est beaucoup intéressé à la conservation in situ. Et actuellement, dans la restructuration, c'est, je dirais, pour être positif, c'est l'organisme le moins bien doté dans la restructuration. C'est un organisme qui est à la limite de disparaître s'il n'y a pas dans les mois qui viennent, ce qui a l'air d'être un petit peu le cas, une volonté de le maintenir. Donc dans le rapport de la FAO, dans la structure même et dans la structure internationale de conservation, on se rend compte que l'ex situ disparaît. Il y a actuellement également, en coulisses de tout ça, un certain nombre de tentatives de regrouper l'ensemble des systèmes de conservation sous une seule direction. Donc il y a tout un tas d'organismes internationaux qui essayent, chacun essaye de récupérer sous sa propre direction, bien sûr, pas sous celle des autres, l'ensemble du système de conservation, avec l'idée est de canaliser l'ensemble des financements vers l'ex situ de façon beaucoup plus rationnelle, donc à nouveau avec une volonté de conservation ex situ majeure. Et puis quelque chose qui, moi, m'irrite énormément, donc j'en parle en public, c'est la très forte médiatisation qu'il y a eu sur l'entrepôt de ressources génétiques qui a été mis dans l'archipel de Svalbard. Vous avez si vous suivez un petit peu l'actualité sur la conservation, on a beaucoup parlé de ces espèces de bunkers creusés sous les glaces. Et dans les journaux, on lisait des choses comme la biodiversité est sauvée parce qu'on a mis en place un énorme frigo. Il est bio, le frigo, il est écolo, parce que comme c'est de la glace naturelle, il n'y a pas de CFC dans les congélateurs, donc on est dans un système parfaitement safe. Et en fin de compte, on a dit ça y est, on a fait un effort colossal, ça a coûté une fortune, hein, je n'ai pas le prix en tête, mais ça ferait peur à n'importe quel institut de recherche, parce qu'il doit y avoir de quoi travailler plusieurs années avec ça. Mais on a mis en place un système de conservation. Il faut savoir que ce système-là ne concerne que les semences dites orthodoxes, c'est-à-dire celles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont susceptibles d'être gardées au froid. Il n'y a pas là-dedans de tubercules, d'arbres, de choses comme ça. C'est uniquement du blé, du maïs, je ne vous les refais pas, c'est les mêmes que tout à l'heure. Et plus un certain nombre de plantes autres quand même qui ont été conservées là-dedans, mais c'est extrêmement limité. Or en fait ça a eu un effet extrêmement pervers, c'est-à-dire que beaucoup de gens dans le grand public ont dit ça y est, on a fait un très bel effort pour la conservation de la biodiversité, l'humanité est sauvée, dans 5000 ans, quand tout le monde sera mort, on pourra ressortir les semences de Svalbard. En fait ça, c'est typiquement quelque chose qui ne fait pas avancer le système, parce que c'est des semences qui sont inaccessibles, hein, elles ne sont pas faites pour être ressorties tous les ans ou pour être distribuées. D'abord, on ne peut accéder à Svalbard que quand c'est un petit peu déneigé. Je pense que ça doit être à peu près 1 mois et demi ou 2 mois par an. Non, mais c'est vrai, hein, notre collègue Célim y était justement cette année.
Et c'est un système qui donne l'impression d'avoir fait une énorme avancée sur la conservation, alors qu'en fait, ça n'est que la concrétisation de la politique extrême de la conservation ex situ. Et ce n'est pas tout à fait suffisant. Alors relisez un petit peu les informations là-dessus et relisez ce qui a été écrit et avec quels termes élogieux tout ça a été écrit sur Svalbard. Donc nous, ce qu'on propose, c'est finalement ce débat de conservation in situ, ex situ. On aimerait bien qu'on en sorte parce que justement, ça ne s'applique pas de la même façon selon le modèle biologique, selon la région, selon les enjeux qu'on veut avoir. Il n'est peut-être pas nécessaire de conserver sur des milliers d'années des centaines de milliers de variétés. Je ne vous ai pas donné de chiffres, mais en termes de semences orthodoxes conservées dans le réseau du CGIAR actuellement, ça doit être de l'ordre de 7 à 8 millions de variétés qui sont conservées sur les espèces principales au total. C'est pas rien, c'est pas quelques tiroirs avec des graines. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de conserver tout ça? Est-ce que les objectifs ont vraiment été définis? On parle beaucoup plus des moyens que des objectifs qu'on veut avoir. Et ça, c'est extrêmement gênant. Ce qu'on suggère aussi, c'est au lieu de mettre les stratégies en opposition, et ça depuis quelques années, c'est une tendance qui est défendue par un certain nombre à la fois de scientifiques et de spécialistes du développement ou de sociétés civiles, c'est qu'il est bénéfique de jouer sur les deux stratégies, c'est-à-dire au lieu de les opposer, on aimerait bien qu'elles soient complémentaires, dans la mesure où un paysan au champ ne peut pas conserver sur la durée, un privé ne peut pas conserver sur la durée, comme ça a été dit tout à l'heure, et qu'il faut avoir des allers-retours entre les banques de gènes qui ne doivent pas être des bastions type Svalbard et la réalité de l'environnement biologique. Donc on propose de recentrer le débat sur les objectifs à atteindre. Et puis ce qu'on aimerait aussi, c'est que dans le concept, ce soit l'accès au matériel biologique soit rendu plus facile pour la plus large gamme possible d'utilisateurs et de détenteurs, parce que c'est finalement comme ça qu'on conserve le mieux la biodiversité. C'est quand elle est utilisée. Quand elle est inutile, il n'y a pas de financement pour la conserver. Quand elle est utilisée, quand elle est échangée, le problème est assez vite résolu.